l'IRIS a gagné le trophée, a remporté plutôt le trophée de la stratégie de communication. J'aimerais que vous reveniez rapidement justement sur cette fameuse stratégie de communication de l'IRIS, si elle existe. Bien sûr, elle existe. Comme je le disais tout à l'heure durant la cérémonie, c'est pour nous consubstantiel au but que nous nous étions fixés au point de départ de la création de l'IRIS il y a maintenant plus de 20 ans. Notre propos, c'était d'essayer, y est-on arrivé? Oui, partiellement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, à tenter de rendre intelligible le difficile décryptage des relations internationales. Nous sommes intimement persuadés, quoi qu'on puisse en dire par ailleurs, que les citoyens français, européens et voire plus loin, sont intéressés par les questions internationales, mais pour ce faire, il est nécessaire de tenter de rendre pédagogiquement compte des rapports de force, de leur évolution ou des points de rupture. Cela nécessite un travail de recherche et pour ce faire, nous avons une équipe de chercheurs. Mais une équipe de chercheurs qui travaillerait dans sa tour d'ivoire n'aurait finalement aucun intérêt. C'est pourquoi cette volonté de s'adresser à ce qu'on appelle communément le grand public est quelque chose qui, dès le départ, dès le moment de la création de l'IRIS, a été un des objectifs. Parce que les citoyens sont intéressés à ces questions, si tant est qu'on leur donne les moyens, si possible pédagogiques, de comprendre, de décrypter, de hiérarchiser la foule, la masse d'informations que nous recevons quotidiennement. En ce sens, le travail de recherche, pour nous, ne peut pas être dissocié du travail de communication et du travail de communication au sens large. Ça peut être bien évidemment par le net, c'est bien évidemment des livres, c'est bien évidemment une revue, c'est un annuaire, etc. Tous ces vecteurs se complètent plus qu'ils ne se concurrencent et il faut jouer sur tous les leviers pour atteindre un de nos objectifs, celui que nous nous étions fixés au point de départ. Alors, dans une période, je dirais, de presque cacophonie du monde, de l'écosystème think tank en France, avec beaucoup, je dirais, de création de structures, mais aussi de disparition d'un certain autre nombre d'entre elles. J'aimerais revenir sur finalement la pérennité de l'IRIS, qui est devenu un think tank, je dirais, historique, justement français, au-delà des relations internationales. Comment expliquez-vous, je dirais, cette pérennité de l'IRIS? Tout d'abord, il y a un esprit d'équipe. Nous y tenons énormément, c'est essentiel pour nous. Il n'y a pas à l'IRIS d'un côté les chercheurs, de l'autre le personnel administratif, ô combien nécessaire, et puis ceux qui s'occupent des publications ou ceux qui s'occupent des séminaires, des colloques. Déjà, nous voulons créer constamment en interne des synergies. C'est une pétition de principe pour nous. Et c'est très important parce que justement, quand on se tourne vers l'extérieur, c'est quand même le propre d'un think tank, enfin de notre point de vue en tout cas, il est nécessaire de ne pas segmenter notre activité. Et je pense qu'une des raisons des succès de l'IRIS, incontestablement, même si nous avons encore une forte marge de progression, et tant mieux pour nous d'ailleurs, c'est cette volonté de créer constamment des ponts, des passerelles entre ces différents segments d'activité. De la recherche, bien évidemment, de la communication, et encore une fois, nous sommes récompensés avec fierté, avec honneur ce soir, de la formation, de plus de 200 étudiants, de la formation professionnelle aussi, formation permanente. Tout cela, on essaie d'en créer constamment des synergies, et peut-être c'est le plus de l'IRIS par rapport à nos amis, mais parfois concurrents, qui s'occupent en France, qui travaillent sur les questions internationales. Nous avons, je crois, à notre disposition une palette d'activités, d'expressions qui se complètent et qu'il nous faut constamment, quotidiennement, mettre en relation pour renforcer notre force de frappe, notre force de conviction et, je l'espère, notre force d'explication, notre force pédagogique, comme je l'indiquais tout à l'heure. C'était une des raisons, il y en a probablement d'autres, des succès réels que nous assumons avec joie, plaisir et encore une fois avec modestie parce qu'il y a encore beaucoup à faire et tant mieux pour les 20 ans à venir. Alors, je finirai avec une dernière question. J'ai posé la même à M. Giuliani de la Fondation Robert Schuman. C'est, selon vous, peut-on dire que l'IRIS s'inscrit dans un dispositif d'influence, de, je dirais, intelligence stratégique et si oui, comment? Nous, notre propos, bien sûr, c'est de l'influence,
Et je remarque d'ailleurs qu'à la dernière conférence des ambassadeurs, il y a 2 semaines, le discours de clôture de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a beaucoup insisté sur cette dimension de pouvoir d'influence, de diplomatie d'influence. Si l'IRIS et d'autres, parce que tout seul, nous n'arriverons pas à la totalité des objectifs, nous pouvons contribuer à aider à la fois les responsables politiques, mais aussi les responsables économiques, parce que c'est un autre versant du discours de Laurent Fabius, de parler de la diplomatie économique. C'est très important, c'est fondamental dans le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, si nous pouvons aider et les institutions publiques françaises et européennes et les entreprises privées comme des facteurs d'aide à la décision, alors nous avons remporté un de nos objectifs. Ce n'est pas le seul, mais il est évidemment fondamental. Car la France en tant que telle, je ne crois pas qu'elle soit une petite puissance, quoi qu'en disent beaucoup. C'est une puissance qui a tout son rôle, qui a son histoire, qui a sa spécificité, ses singularités. Je crois que les think tanks, en général, pas seulement l'IRIS, bien évidemment, ce serait bien prétentieux de le prétendre, ont leur rôle. Et je pense que l'État doit nous donner plus de capacité à le faire. Et il y a une tradition en France qui est très colbertiste et une méfiance à écouter ce que disent les think tanks. Eh bien, je crois qu'il faut que cette habitude, cette mauvaise habitude se modifie pour que les think tanks, dans leur diversité et leur complémentarité, puissent donner toutes leurs mesures. Alors, vous citez Colbert, alors citons Fouquet, et l'écureuil contre la couleuvre. Du coup, de quoi pensez-vous que les think tanks auraient besoin de la part de l'État? Qu'est-ce que pourrait faire l'État finalement pour appuyer ces outils que sont les think tanks de diplomatie intellectuelle, de diplomatie d'influence? Si vous attendez que je vous dise de l'argent, je ne dirai pas cela. Bien sûr, l'argent est le nerf de la guerre et si nous voulons progresser, si nous voulons nous déployer non seulement au niveau national, mais surtout évidemment au niveau international, il est clair que le financement, que les budgets, que les chiffres d'affaires des think tanks français sont dérisoires par rapport aux think tanks états-uniens, canadiens, britanniques, voire allemands pour d'autres raisons. C'est très important. Ça, c'est une chose, et il serait bien malhonnête de ne pas dire que c'est important. Mais je crois que surtout, ce sont des habitudes à modifier. L'État en France n'a pas l'habitude de prendre l'avis de ceux et celles qui ne font pas partie des structures de l'État. Donc l'État a son rôle, sa fonction, c'est une évidence. Mais je pense qu'il faut aussi effectuer une sorte de révolution copernicienne dans le rapport de l'État avec la société civile et donc dans le rapport de l'État avec les think tanks. Et c'est d'une écoute, de partenariats à créer ensemble dont nous avons besoin. J'évoquais par exemple tout à l'heure l'objectif de renforcer la diplomatie d'influence de la France qui semble être un des objectifs qui émanent de la dernière conférence des ambassadeurs. Ça me paraît un objectif extrêmement important si la France veut garder son rang dans les années, voire les décennies à venir. Mais pour ce faire, elle a aussi besoin de l'avis de ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, de ceux qui ne sont pas des diplomates de profession. Je pense bien sûr là aux questions internationales, c'est la spécialité de l'IRIS, mais essaye de comprendre leur point de vue, essaye de mieux décrypter les perceptions que peuvent transmettre les think tanks. C'est de cela dont nous avons fondamentalement besoin. C'est presque une petite révolution culturelle, mais je suis assez optimiste sur ce terrain. Je vous remercie au nom de l'Observatoire français des think tanks et tiens encore à féliciter l'IRIS de son prix de la stratégie de communication. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.